À quelques encablures de la frontière française, près de Port-Entruy, le village de Courchavon. Ses moutons, son église et son garage. C'est dans cette quiétude que vit Céline Grella-Piccina et c'est ici qu'elle a grandi. Alors, j'ai un frère qui est plus âgé que moi et à l'époque, donc en 1999, il était en études et moi pas. Et du coup, je lui avais offert un attel avec un abonnement. Et pendant quelques années, ça a été sous mon nom. Puis le petit frère est devenu grand et a pris l'abonnement en question à son nom. En 2020, j'ai reçu une lettre presque de poursuite, quoi. C'était à 2 doigts de la poursuite. Et ça concernait le numéro de téléphone d'un attel de mon frère. Malgré les apparences, cette lettre n'est pas une mise en poursuite. Son expéditeur est Intrum, une maison de recouvrement de créances mandatée par l'opérateur téléphonique pour obtenir paiement d'une facture que n'aurait pas payé le frère de madame. Une facture de 2012 d'un montant de 3,20 francs. Quand on regarde le détail, montant initial 3,20 francs plus 2 fois 20 francs de frais, de frais de rappel. Ensuite, les intérêts, 16,90 francs. Les frais de retard, selon l'article 106, 58 francs. Demande de bureau de poste, 10,80 francs. Frais de recherche d'adresse, alors que ça fait 17 ans qu'on est là, 18,90 francs. Et frais de conseil juridique, 10 francs. Total 157,80 francs. Moi, je fais la comptabilité du garage de mon mari. Ben voilà, je connais les systèmes un petit peu de chiffres, de facturation, de rappel. Et là, j'ai trouvé ça vraiment énorme, quoi, aberrant. Par principe, Madame Grella-Piccina refuse de payer la facture. Elle entame alors un bras de fer avec Intrum. Intrum, c'est un groupe mondial qui exerce depuis 50 ans en Suisse où il emploie 220 personnes. En Suisse, nous avons 3000 clientes et clients. Ils veulent se concentrer sur leur business de base. Généralement, après 2 rappels infructueux, l'entreprise nous transmet le dossier d'un débiteur. Nous trouvons des solutions quand il y a des problèmes de liquidité. Des solutions qui passent souvent par la mise sous pression du débiteur. Dans le cas de Madame Grella-Piccina, le montant de la facture a ainsi été multiplié par 50. Pour l'association fêtière des maisons de recouvrement, rien ne s'oppose à l'ajout de tels frais. Les retards de paiement créent un dommage. Pour compenser ce dommage, il est nécessaire d'exiger des frais. Une entreprise qui doit écrire 4, 5 ou 6 rappels et téléphoner pour exiger un paiement doit investir de l'argent, beaucoup d'argent. Les entreprises ne veulent pas s'occuper de ça, donc elles engagent des maisons de recouvrement. Et ce service coûte de l'argent. Par conséquent, soit les coûts sont supportés en interne, soit ils sont externalisés. A contrario, pour la Fédération romande des consommateurs, on estime que ces coûts de rappel sont déjà compensés par les intérêts moratoires. L'intérêt moratoire de 5% par année, ça c'est ce qu'autorise la loi. Mais les maisons de recouvrement ne sont pas des créanciers qui ont plus de droits que d'autres. Or, ils demandent des dommages supplémentaires en se reportant sur l'article 106 du Code des obligations, mais sans faire état d'un dommage particulier. Toute la question est là. Pour invoquer des frais supplémentaires aux 5% prévus par la loi, il faut prouver qu'un dommage autre que le simple retard dans le paiement a été subi. Dans le cas de Madame Grella-Piccina, il s'agirait de ses frais de transmission de dossier, de recherche d'adresse ou de conseil juridique. Autre interrogation, pourquoi Intrum contacte Madame plutôt que son frère, un musicien renommé
qui répond depuis toujours au même numéro de téléphone. Mon frère, c'est quelqu'un de connu, c'est Hervé Grela, il est souvent dans les médias, dans les journaux. Il est directeur de l'orchestre à Lucerne, donc c'est vraiment quelqu'un qui est en lumière. Enfin, c'est encore plus énorme. Du côté d'Intrum, on explique ce cafouillage par les déménagements de madame, sauf qu'elle vit à cette adresse depuis 17 ans. Chez nous, le cas a été ouvert en 2013 et la titulaire a déménagé plusieurs fois. Malheureusement, nous n'avions pas son adresse actuelle, nous ne l'avons obtenue qu'en 2020. C'est pour cette raison que rien ne s'est passé pendant 7 ans. Ce cas est un enchaînement de circonstances malheureuses. Au début, il y a eu une confusion de personnes. Cela peut arriver dans de rares cas, et quand on nous a avertis de l'erreur, nous n'avons pas fait la correction tout de suite. Ça s'est mal passé, et nous tenons à nous excuser auprès de Madame Grela pour cela. Cerise sur le gâteau, toute cette histoire n'aurait jamais dû avoir lieu, car la facture qu'a reçue Madame Céline Grela-Piccina était prescrite. Donc la somme n'était plus due. Et difficile de croire que la société de créance l'ignorait. Une redevance périodique, comme le dit la loi, par exemple un contrat avec son opérateur pour son téléphone, la prescription applicable est de 5 ans. C'est aussi valable pour les contrats de mandat avec un médecin, avec un avocat par exemple. Et puis pour tous les autres types de contrats, la prescription sera de 10 ans. Ils avaient dépassé de 3 ans, donc ils étaient vraiment hors délai. Et dès le moment que je leur ai envoyé ça, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de leur part. Ni pour clore cette affaire, ni... voilà. Je pense qu'ils savaient qu'ils étaient hors délai, mais ils essayent quand même. Au final, Madame ne payera rien à Intrum, mais une pareille issue ne semble pas aller de soi. On fait vraiment face à des méthodes de cow-boy, de factures qui vont se multiplier, de rappels qui vont s'enchaîner semaine après semaine, avec un montant qui va gonfler. Et au bout d'un moment, ça devient une espèce de combat psychologique. Les gens craquent, ils ont peur, ils sont captifs et ils préfèrent payer pour avoir la paix. Loin de nous l'idée de dire que les factures ne doivent pas être payées. Mais lorsque les maisons de recouvrement semblent dépasser le cadre légal, que faire? Maître Geisbühler a consacré son doctorat à ce secteur. Je dirais la première chose à faire, c'est de ne pas laisser pourrir la situation. D'autant que les sociétés de recouvrement, une des méthodes pour vous mettre sous pression et puis vous inciter à payer, c'est d'envoyer à intervalles brefs et répétés des nouvelles mises en demeure et avec les frais qui augmentent. Donc, mon conseil, ce serait d'écrire immédiatement et de contester le fait que vous deviez, soit l'entier, parce que si la créance n'est pas due, vous contestez l'entier, soit de contester que les frais. Si vous vous dites, voilà, j'avais cet abonnement, effectivement, je dois le payer, contestez l'entier des frais. Et vérifiez également que la facture ne date pas de plus de 5 ans pour les abonnements honoraires de médecin ou d'avocat, ou 10 ans pour toutes les autres. Malheureusement, les démarches d'opposition sont contraignantes, mais elles sont nécessaires afin que les pratiques changent. Je pense que c'est une maison de recouvrement qui joue avec la peur des gens. Et c'est pour ça que je suis ici. Parce que tout le monde n'a pas mon caractère. Et puis, une personne âgée ou une personne un petit peu plus faible ou quelqu'un qui ne parle pas bien français, par peur, va payer. Alors que non, il ne devrait pas payer. Si nous avons décidé de mettre en lumière ce témoignage, c'est qu'il n'est de loin pas un cas isolé. Face à ces méthodes qui flirtent parfois avec le cadre légal, vous l'aurez compris, il faut donc agir vite et ne pas hésiter à contester les factures ou les frais imputés. D'autant qu'on ne peut pas dire que ces sociétés font preuve de beaucoup d'éthique quand il s'agit de partager certaines données personnelles. Dans leur traque aux factures impayées, les maisons de recouvrement ont développé des bases de données qui leur permettent d'évaluer la solvabilité de tout un chacun.
Ces listes de mauvais payeurs présumés, elles en font commerce sur le dos des consommateurs. Cette histoire débute en 2014 à Moutier. Madame Gris dépose une demande de carte de crédit à la banque Migros, demande qu'on lui refuse. Quelques années plus tard, elle fait une requête, cette fois pour renouveler son abonnement CFF, un service essentiel alors qu'elle est malvoyante. Et là encore, on commence par le lui refuser. En 2020, rebelote alors qu'elle veut contracter un abonnement téléphonique M-Budget. Je vais à Delémont au magasin. Elle prend ma carte d'identité, mes coordonnées. Elle me dit, mais il y a quelque chose qui ne joue pas, ça ne passe pas. Elle me dit froidem, là, au guichet, ah non, mais madame, vous êtes insolvable. Ah oui, d'accord. Non, non, c'est pas possible. Il y a une erreur quelque part. Et elle me donne un papier vert pour appeler Intrum, qui est une société de recouvrement. Bon, je ne savais pas que j'étais dans une société de recouvrement parce que j'ai pas de dette, j'ai pas de facture à payer. Non, rien. Madame Gris contacte alors Intrum, la société qui semble être liée à ses difficultés pour obtenir carte de crédit et abonnement. Après plusieurs allers-retours, l'entreprise reconnaît son erreur. Je reçois 10 jours après, comme quoi... Oui, alors ils m'ont confondu avec une personne et ils m'ont mis dans le fichier de personnes insolvables, mais que je suis de solvabilité neutre. Alors ça, j'ai bien aimé. Ce que révèle cette histoire, c'est que les sociétés de recouvrement, à force de traiter les factures impayées, ont développé des bases de données où elles évaluent la solvabilité de tout un chacun, que vous le vouliez ou non. De savoir qu'on vous met dans un fichier comme personne insolvable à votre insu. Alors ça m'a vraiment choquée. On est au pays des banques, on est en Suisse. Si on est en URSS, je comprends, mais en Suisse, qu'on puisse agir comme ça avec les gens, non, ça m'est resté sur l'estomac. Et en cas d'erreur, c'est encore au consommateur de la rectifier. Sind ja irgendwie die Sachen korrigieren. Si une information de solvabilité est fausse, nous demandons à la personne de nous contacter. C'est important, il peut s'agir d'une erreur, mais aussi d'un vol d'identité, ça peut arriver. C'est pourquoi nous avons besoin que la personne concernée nous prouve son identité pour rétablir les données dans notre système. Les maisons de recouvrement font un véritable commerce de ces classements de solvabilité. Depuis des années, maître Sébastien Fanti surveille ces sociétés de recouvrement. Elles collectent des données, elles les achètent très certainement à des tiers, et puis ensuite elles revendent ces données, peut-être même à l'étranger. Et ce qui est très inquiétant, si vous voulez, c'est que vous n'avez pas de contrôle entre l'arrivée des données, d'où elles viennent, où elles vont, et dans les mains de qui elles se trouveront. Outre le fait d'agréger des données souvent sans l'accord des consommateurs, maître Fanti relève également le manque de rigueur dans le travail des maisons de recouvrement. J'ai fait des tests, j'en ai fait me concernant, mais j'en ai fait aussi concernant des clients depuis 3 semaines. Toutes les informations que j'ai reçues d'une entreprise qui vise à établir ce classement de solvabilité étaient fausses. On avait dit que la personne était solvable, elle ne l'était pas, elle avait jusqu'à plusieurs centaines de milliers de francs de poursuite. Et puis l'autre élément, c'était pas parce qu'une personne a un mauvais classement en termes de solvabilité auprès d'un de ces acteurs du marché que forcément cette personne ne pourra pas payer. Je vous donne un tout petit exemple. J'ai eu un cas où une personne avait remboursé le leasing d'un téléviseur en avance. Alors, on peut penser, vous et moi, que c'est plutôt une bonne chose qu'on soit en capacité de rembourser. Eh bien, elle a été classée négativement parce qu'en fait, elle n'est pas allée au bout du processus et du contrat de leasing. Donc, c'est un mauvais client, il paye trop vite. Et ça fait partie, si vous voulez, des biais de ce type de maisons qui ne font pas l'objet, à mon sens, de contrôle suffisant. Après avoir fait corriger les informations la concernant auprès d'Intrum, Madame Gris a finalement pu obtenir son abonnement téléphonique M-Budget.
Alors, vous voulez savoir si vous êtes solvable aux yeux des maisons de recouvrement? Il vous suffit de demander votre note de solvabilité. Parfois, c'est gratuit. Parfois, certaines sociétés vous exigeront un paiement en retour de ces informations. Et si vous souhaitez faire corriger votre situation, c'est possible, mais il faudra vous armer de beaucoup de patience. Madame Aline Pingou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes assistante sociale au Centre social protestant Vaud. Vous êtes sur le terrain, au contact des personnes plus démunies au quotidien. On vient d'entendre 2 témoignages qui évoquent des méthodes pour le moins discutables. Est-ce que ces pratiques dans le milieu sont des exceptions ou est-ce que c'est un peu la règle d'usage? Malheureusement, c'est plutôt la règle d'usage que des exceptions. On a effectivement souvent des gens qui se plaignent d'être harcelés par téléphone, par SMS, par courrier, souvent des courriers très menaçants. Et même on a eu des situations de personnes qui ont été harcelées sur leur lieu de travail, donc on appelle l'employeur. Donc ça peut être très lourd. Alors justement, ces mises sous pression, c'est quelque part cette culture de la peur et de l'intimidation peuvent avoir des conséquences qui dépassent largement le cadre d'une simple facture impayée. Oui, alors nous, on observe 2 conséquences directes à ce ton menaçant. En premier, les gens vont payer. Donc ça veut dire qu'ils vont ça marche en général. Ils vont prioritairement payer cette dette-là. Et malheureusement, on détruit d'autres qui sont peut-être des factures plus essentielles. Donc c'est problématique. On perd un petit peu la notion de ce qui est le plus important ou pas. Et comme puis, une facture de loyer, par exemple. Exactement, par exemple. Puis ça peut être un peu le début du surendettement. Et puis l'autre problème qu'on remarque, c'est que il y a tellement de frais en plus qu'on s'adresse à des gens qui, en général, n'ont pas pu payer. Et en plus, on rajoute des frais. Donc, les personnes continuent à avoir encore plus de dettes alors qu'au fond, ils ne pouvaient déjà pas payer au départ. On poursuit cette spirale infernale, finalement. Exactement. Ces démarches, on l'a vu, sont parfois peu éthiques. Elles font preuve de peu d'humanité. Vous m'avez dit, en préparant cette émission, que certains employés de ces sociétés de recouvrement sont payés à la commission, donc ce qui, quelque part, favoriserait ce modèle de tirer un maximum de profit. Effectivement, on a eu vent, en tout cas, de certains contrats, probablement pas toutes ces sociétés de recouvrement, mais certains contrats qui ont un salaire de base, pas forcément très très élevé, et puis des commissions peuvent s'ajouter selon le montant de la dette qu'on a récupérée, le nombre de dettes qu'on a récupérées. Donc on comprend bien pourquoi ces personnes, ces travailleurs harcèlent d'autres pour eux-mêmes avoir un salaire à peu près décent. Alors pourquoi est-ce qu'on confie finalement ce travail à des entreprises privées? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de confier ce travail de recouvrement à des sociétés étatiques? Alors, au fond, le recouvrement, il est en partie pris en charge par l'État par le biais des offices de poursuite. Si on a une facture à payer, les entreprises peuvent envoyer un commandement de payer, puis c'est au fond l'État qui le fait. Maintenant, en première étape, effectivement. Voilà, la première étape. Maintenant, tout le monde ne fait pas ça, puis d'une certaine manière, tant mieux, parce qu'avoir des poursuites, c'est pas non plus idéal. Mais du coup, le fait de faire appel à des sociétés de recouvrement, c'est probablement parce que c'est moins cher. Quand on fait des poursuites, on doit avancer les premiers frais, c'est assez élevé. Donc, probablement que faire appel à ces sociétés de recouvrement coûte moins cher que soit la traiter à l'interne, soit directement mettre en poursuite. Alors justement, finalement, de faire appel à ces maisons de recouvrement, c'est aussi favoriser leur modèle d'affaires quelque part. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre alternative? Vous parliez d'interne. C'est l'alternative? Vraisemblablement, ça nous semblerait plus correct que les entreprises gèrent leurs dettes du début jusqu'à la fin. Une grande partie des entreprises privées et en l'occurrence publiques le font évidemment, et puis ils trouvent le moyen de récupérer l'argent soit par le biais des poursuites, soit en essayant de négocier, en trouvant des arrangements de paiement. Ça se fait beaucoup. Probablement que ça coûte plus cher que de faire appel à des entreprises externes qui doivent... Et raison pour laquelle on sollicite aussi ces maisons de recouvrement. Alors, une alternative possible et qui existe dans plusieurs cantonnements, c'est ces fameux agents d'affaires brevetés, qui sont des personnes assermentées et habilitées à traiter ces litiges de paiement. Alors, les agents d'affaires, ça pourrait se justifier dans le cas de situations complexes, en l'occurrence, parce qu'ils ont effectivement une formation, en tout cas juridique, et des connaissances juridiques qui sont assez grandes. Donc, je pense qu'ils mettraient pas de frais indus, des choses qui sont illégales. Ils respectent le cadre légal, oui. Exactement. Par contre, dans le fond, pour une dette simple, une facture impayée, il n'y a pas tellement de raison de faire appel à un agent d'affaires, parce que c'est pas
complexe. Et puis du coup se pose de nouveau la question de pourquoi externaliser, que ce soit auprès d'un agent d'affaires ou d'une société de recouvrement. Avec la crise du coronavirus, qui est aussi une crise sociale et économique, est-ce que vous avez le sentiment que le travail de ces maisons de recouvrement va fortement augmenter ces prochaines années, qu'il y aura plus de créances ? On le craint, disons. On le craint d'une part parce qu'on voit déjà qu'il y a de plus en plus d'entreprises privées qui font appel à ces sociétés de recouvrement, d'une part. Et puis d'autre part, ce qu'on a pu voir quand même pendant cette crise du coronavirus, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté des choses par Internet. Enfin, le e-commerce a pas mal fonctionné et c'est des entreprises qui font beaucoup appel aux sociétés de recouvrement. Donc il y a des chances. Et puis par ailleurs, il y a probablement beaucoup de gens qui sont déjà ou qui vont l'être un peu encore plus précarisés, qui pourront plus payer leurs factures et puis qui se verront face à ces sociétés-là. Merci beaucoup, Madame Pingoux, pour votre éclairage et belle soirée. Merci. On passe à présent de l'autre côté, du côté du débiteur. Près de 3 millions de commandements de payés sont envoyés en Suisse par année, selon les statistiques des sociétés de recouvrement. Je vous laisse donc imaginer chaque année le joli montant en attente d'être encaissé. Et même si parfois les méthodes sont discutables, elles permettraient tout de même, toujours selon ces maisons, de récupérer environ 30% de ces créances difficiles. Mais faire appel à ces sociétés n'offre pas la garantie de récupérer son argent, comme l'a constaté cet exploitant de fitness à Montaix. Chez Explode Fitness à Montaix, habituellement, ce sont 300 clients qui se succèdent sur ces machines. Ermino Pirali les muscle, les entraîne et les conseille. Et comme partout, certains clients payent rapidement les factures, d'autres en retard et d'autres ne payent pas du tout. C'est une cliente et un client, ils m'ont fait un contrat annuel. Moi, je me suis occupé d'eux, je leur ai fait un programme, je les ai insérés dans ma base de clients, j'ai passé du temps. Et puis après, ils venaient plus. Moi, j'ai envoyé des rappels, je leur ai écrit, je leur ai même téléphoné. Oui, je vais te payer. C'est une histoire entre les deux à 1500 francs, quoi. Je veux dire, mais moi, je travaille pas gratuitement, quoi. 6, encore 4, allez, 3, vas-y. Et puis, de toute façon, on ne peut pas aller chercher l'argent, nous, comme des Rambo, parce que là, je l'ai fait une fois, je peux vous dire, ça m'a coûté une fortune. Alors voilà, ça sert à rien, quoi. Il faut subir, on subit, en fait. Voilà. Super. Bravo. Et puis un jour, j'ai reçu un truc, débitor.ch. Bon, débitor. Je sais plus quoi, là, enfin bref. Et puis, je les ai contactés. En juin 2019, il confie alors à la société de recouvrement Debitors Management ses 2 clients, sans savoir où il mettait les pieds. Il paye alors 99 francs de frais d'inscription, puis 150 francs de frais de traitement, car les créances datent de plus de 6 mois. Depuis plus d'1 an et demi, il n'a toujours rien reçu de la société Debitors, alors il s'inquiète. Debitors Management, bonjour. Oui, bonjour, Explode Fitness à Montaix. Écoutez, ça concerne 2 créances que j'ai chez vous, puis j'ai toujours rien reçu. Je me suis connecté sur mon login, là, Debitor, il n'y a toujours rien. Alors voilà, quoi, j'aimerais savoir où on en est, parce que j'ai toujours pas reçu 1 franc. Il n'y a aucune poursuite engagée parce qu'elle a 6 dossiers chez nous. D'autres créanciers. Elle est insolvable. Alors pour l'instant, on continue à lui écrire des rappels. Ça sert à rien de faire la poursuite parce qu'on va juste avoir un acte de défaut de bilan et dépenser beaucoup d'argent. Oui, d'accord. Cette personne est insolvable et puis on arrête la procédure, vous êtes d'accord? Parce que moi, je veux pas... Vous voulez vraiment arrêter la procédure? Mais si... Vous devrez payer 50% du taux d'intérêt si vous retirez le dossier. Ah bon? Puis, alors si moi j'abandonne maintenant, vous me dites que je dois payer 50% de quoi? De la créance? 50% de ce qu'ils me doivent? Oui. Ok. C'est pour ça, il faut pas annuler, car si vous allez même en poursuite, c'est vous-même qui allez dépenser des frais pour rien. Pour l'instant, on s'occupe du dossier, on le suit, et un jour ou l'autre, des fois les situations changent. On va essayer d'encaisser, et c'est nous qui allons vous verser de l'argent si on arrive à encaisser chez ces gens. Mais vous allez prendre une commission sur le solde de ma créance? Oui, bien sûr. Voilà, ok. En plus des frais d'inscription et de traitement, M. Pirali, s'il est remboursé, devrait encore verser 12% de la créance à Debitors. Bon, alors j'attends, j'ai pas le choix. Je vous remercie, madame. Bon après-midi, au revoir. Au revoir, monsieur. Le cas de M. Pirali n'est de loin pas rare. Selon les statistiques des maisons de recouvrement, 2,9 millions de commandements de payés sont envoyés chaque année en Suisse.
Pour les entreprises, cet argent en attente d'être encaissé est un fardeau non négligeable. Mais la FRC encourage les créanciers à utiliser la voie classique. Le conseil qu'on peut donner à un entrepreneur qui n'arrive pas à se faire payer, c'est d'internaliser cette procédure. La loi permet à toute entreprise, à toute enseigne qui a conclu un contrat d'obtenir le paiement de sa prestation. On peut réclamer des intérêts moratoires, on peut très rapidement mettre un débiteur aux poursuites, et la loi est là pour permettre cette pratique. Pour Maître Geisbühler, faire appel au service des maisons de recouvrement pose également un problème légal. Pour moi, le problème ici, c'est que recourir à ces sociétés de recouvrement, c'est accepter et puis c'est favoriser leur modèle d'affaires. Quand vous avez une société de téléphonie ou quoi que ce soit d'autre qui recourt au service d'une société de recouvrement, elle valide ses pratiques, elle les paye et puis elle permet à ce business de se développer complètement en marge de la loi. Débiteurs ou créanciers, vous voilà informés. Payer avec une carte de débit était déjà une habitude. Depuis le début de la pandémie, ce geste est devenu une forte recommandation, voire une obligation. Mais utiliser ces cartes implique pour les commerçants des frais de transaction, et c'est là que l'inquiétude s'installe. De nouvelles cartes de débit arrivent sur le marché, et avec elles, des frais qui prennent l'ascenseur. Lisons Méric. Les affaires reprennent peu à peu pour les 9 employés de ce salon de coiffure appenzellois. Selon son propriétaire, la pandémie a transformé son entreprise, mais aussi ses clients. Ils sont devenus plus généreux. Ils espacent plus le rendez-vous, mais quand ils viennent, ils donnent de généreux pourboires, oui. Aujourd'hui, les clients payent rarement en argent liquide et ils utilisent diverses cartes bancaires. Le plus souvent, c'est la carte de débit Maestro, qu'on appelait carte EC autrefois. Mais pour Heinz Rausch, cela implique des frais supplémentaires. J'ai toujours l'impression que les gens n'ont pas conscience que quelqu'un paye. La plupart des gens utilisent la carte sans réaliser que, pour moi, c'est beaucoup de frais à payer. Pour chaque transaction, les prestataires de services de paiement prélèvent des frais variables selon la carte. Heinz Rausch est très préoccupé par les nouvelles cartes de débit. Il sait qu'elles vont lui coûter très cher. Si chaque client payait maintenant avec les nouvelles cartes, ça me coûterait environ le salaire mensuel d'un coiffeur, 4 ou 5 000 francs pour l'année, sans aucune valeur ajoutée pour moi. Environ 7 millions de cartes Maestro circulent actuellement en Suisse, mais Mastercard et Visa font la promotion de leurs nouvelles cartes de débit destinées à les remplacer. Les clients pourront les utiliser pour payer en ligne et bientôt sur les applications électroniques. Ce qui n'est pas précisé, le prix sera payé par les commerçants. En cas de paiement avec la carte de débit Maestro dans un magasin, le commerçant verse une commission, le plus souvent à la société Worldline qui assure la transaction. Pour la carte Maestro, c'est un montant fixe de 26 centimes par transaction. Les autorités s'étaient opposées à ce que les banques touchent une commission. Avec les nouvelles cartes de débit Mastercard et Visa, le commerçant paiera souvent une commission nettement plus importante que pour la carte Maestro. Pour la carte de débit de Mastercard, c'est environ 0,5% du montant, soit 13 francs qui seront prélevés lors de cet achat de 2 600 francs. C'est 50 fois plus que pour la carte Maestro. Avec la carte de débit Visa, c'est même 1% du montant, 26 francs pour le même achat, 100 fois plus que pour la Maestro, entièrement aux frais des commerçants. Worldline versera aux banques une taxe d'interchange officiellement approuvée, un profit qui atteindra au total des dizaines de millions de francs.
Les petits prestataires de services comme ce salon de coiffure sont durement touchés par ces nouvelles commissions. Pour les montants supérieurs à 30 francs, ils paieront nettement plus qu'auparavant. Les PME comme la mienne sont celles qui paieront le plus cher. Je ne peux pas négocier les frais comme le font les gros détaillants. Pour nous, les coûts supplémentaires seront importants. Pour ce spécialiste du portail de comparaison Moneyland, il est clair que les taxes payées par les commerçants en pourcentage du chiffre d'affaires sont injustes. Presque 1% du montant quand quelqu'un paye avec une carte de débit, ce sont des frais très élevés et qu'on ne peut pas justifier. Une transaction de ce type ne coûte pas cher puisque c'est une opération entièrement automatisée. On ne peut pas justifier ces frais par des coûts de fonctionnement. Il faut simplement dire que c'est l'occasion de gagner de l'argent et d'exiger des prix trop élevés pour ces cartes. Philippe Stutz est orfèvre à Lucerne, il est aussi très en colère. La hausse du prix de l'or renchérit déjà ses bijoux et ses nouveaux frais viennent s'y ajouter. Par exemple, pour cette paire d'alliances d'un prix de 6 300 francs. Avec la carte Maestro, la taxe s'élève à 26 centimes. Ce sera environ 30 francs avec la Mastercard débit et le double avec la Visa débit, plus de 60 francs. Cela signifie que la commission est multipliée par 250. On ne parle pas de quelques pourcents. C'est massivement plus cher. Philippe Stutz s'attend à des milliers de francs de coûts supplémentaires pour son commerce, uniquement dus à ces nouvelles commissions de cartes. Il avait pu négocier légèrement le montant des commissions pour les cartes de crédit et les cartes Maestro avec Worldline, mais dans le cas des nouvelles cartes de débit, Worldline n'a rien voulu céder. Je devrais facturer ces coûts aux clients ou alors ne plus accepter les cartes à l'avenir. Nous avons interpellé Worldline à ce propos. La société répond par écrit à la rédaction que les nouvelles taxes en pourcentage sont avantageuses pour de nombreux commerçants qui ne facturent que de petits montants. Ils ajoutent, dans la grande majorité des cas, les commerçants demandent un modèle de prix simple et transparent. C'est ce que nous offrons avec les cartes de débit Visa et Mastercard. Nous avons également déterminé la tarification en accord avec le contrôleur des prix. En accord? Pas tout à fait. Vérification faite auprès de Monsieur Prix, en réalité, on en est encore au stade des discussions. L'expert Ralph Beyeler fait remarquer que pour l'instant, ce sont les commerçants qui paient la note, mais les consommateurs n'y échapperont pas. En fin de compte, les commerçants doivent tenir compte de ces coûts dans leur prix et le client devra payer plus. Philippe Stutz n'augmentera pas ses prix. Malgré la pandémie, il recommandera plutôt à ses clients de payer en liquide. Et on passe à présent à notre rubrique Actu Conso qui ne s'arrête jamais grâce à vous, Viviane Gabriel. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avec vos yeux impitoyables, vous avez certainement déniché de nouvelles informations truculentes. Dans votre sélection de ce soir, une cartouche d'imprimante. Exactement, qui se font rares dans les magasins. Des crèmes solaires. Qui vieillissent mal et deviennent dangereuses pour la santé. Et enfin, un steak de bœuf. Qui coûte en fait 2 fois plus cher que le prix qu'on paye en magasin. Et comment vous arrivez à ce résultat-là? Alors, c'est le calcul d'une chercheuse de l'école polytechnique de Zurich. Alessa Perotti a voulu connaître le coût réel de notre système alimentaire. Ça veut dire qu'elle a pris en considération tout un tas de facteurs, par exemple l'impact sur l'environnement, sur la biodiversité, sur notre santé, sur l'économie, sur le bien-être des animaux et aussi l'impact social, par exemple des ouvriers non payés. Et c'est comme ça qu'on arrive à une si grande différence pour le bœuf entre le prix payé au magasin, 23 francs le kilo, et le véritable coût qui lui est estimé à 51 francs 60. Exactement, et il y a d'autres exemples. Prenez le poulet qu'on paye aujourd'hui 13 francs 90, coût véritable 19 francs 10. Le lait, par contre, prix aujourd'hui 1 franc 50, coût véritable 80 centimes. Et enfin, 1 kilo de pommes qu'on paye 3 francs 70 et dont le coût réel plonge à moins 2 francs 90. Parce que si on mangeait plus de fruits et légumes, on réduirait les coûts de la santé. Alors, moins de francs 90 pour le prix des pommes.
d'un kilo de pommes, ça reste quand même un calcul très théorique. Absolument, mais ça a pour vocation d'alerter. Notre système alimentaire n'est pas durable. C'est une prise de conscience, nous explique la Fédération romande des consommateurs. C'est clair que si on prenait vraiment des habits qui nous coûtent 4,50 francs suivant où, que ce soit des jouets en plastique qui nous coûtent 3,50 francs, etc., on serait bien loin en fait, on est bien loin du prix effectif, dans le sens du coût effectif. Donc là, c'est plus pour moi une théorie pour montrer justement l'impact que la production alimentaire a sur l'environnement. Mais il y a déjà aussi des réflexions quand même dans l'Union européenne sur la taxation des denrées en fait, avec impact négatif. Et puis, ils taxeraient ces produits pour ensuite pouvoir baisser les prix des autres produits qui, eux, seraient faits de manière plus respectueuse de l'environnement ou du bien-être animal. Mais pour la FRC, c'est justement important que l'alimentation durable, ce soit une alimentation qui soit abordable pour tout un chacun. Et puis, ça veut dire aussi sans baisser le prix pour le producteur, parce qu'on a besoin justement de pouvoir rémunérer cette prestation-là, puis son travail. Donc, la question, en fait, de qui va pouvoir payer ces différences, elle reste complètement ouverte. Et c'est là que c'est intéressant de suivre ces réflexions et ces études autour de l'externalité. Alors Viviane, c'est évidemment un sujet très émotionnel. Le consommateur a peur de devoir payer plus et évidemment, le producteur de gagner moins. C'est exact, mais pour Alessa Perotti, la réflexion est nécessaire pour le futur. Elle sera d'ailleurs menée au niveau des Nations Unies cet été à l'occasion d'un grand sommet dédié à l'alimentation. Alors on passe à votre panier, votre fameux panier. Qu'est-ce qui nous réserve comme surprise? Alors, avec notamment ces couvercles réutilisables de 2 tailles, si j'arrive à les attraper. Exactement, hein, c'est un nouveau produit lancé par la COP. Ça va avec les 2 yogourts qui sont là. Ça servira à les fermer si vous ne les terminez pas. Donc, en fait, l'idée, c'est que COP a décidé de supprimer ces couvercles en plastique jetables et de lancer ceux-ci pour économiser 69 tonnes de plastique par an. Alors, ces couvercles sont donc vendus au rayon des produits laitiers. 95 centimes pour le petit, 1,20 franc pour le plus grand. Et puis, remplacer du jetable par du réutilisable, finalement, on va déjà dans la bonne direction. Oui, absolument. Toutefois, ce qui est dommage, c'est que le plastique soit remplacé par un autre plastique, relève l'association Oceanite, qui est très sensible à la question. Une fois en fin de vie, ces couvercles ne pourront pas vraiment être recyclés et finiront à l'incinération. On vient presque à regretter nos fameux bocaux en verre de nos grands-mamans, nos grands-papas, c'est ça? Exactement, c'est le constat de Greenpeace, qui voit là une initiative louable, mais qui estime que la quantité globale des emballages utilisés par la grande distribution augmente. Greenpeace qui a aussi relevé un petit détail technique, la forme de ces couvercles ne s'adapte pas à tous les gobelets. Vous avez tenté de les fermer? Non, je n'ai pas essayé. Alors, il y a un autre article dans votre panier qui est vraiment d'actualité avec l'ouverture des terrasses et l'arrivée des beaux jours. C'est la crème solaire. Oui, et un bon conseil, n'utilisez pas celle que vous avez achetée l'an dernier. Figurez-vous que des chercheurs de la Sorbonne et du CNRS à Paris se sont intéressés à ce qui se passe dans ces pots au fil du temps et ils ont mis en évidence des dangers pour la santé. Alors, j'ai la liste des ingrédients sous les yeux. Qu'est-ce qui pose problème? Alors, 2 substances. Le premier, c'est l'octocrylène. Vous devez le voir en tout petit sur votre liste. C'est un filtre solaire qui protège des rayons, qui serait aussi nocif pour les organismes marins. Et puis la benzophénone, qui est elle, dangereuse pour l'homme, cancérigène et également perturbateur endocrinien. Eh bien, cette étude démontre un lien entre ces 2 substances. Avec le temps, 1 an environ, l'octocrylène se transforme en benzophénone. Alors, vous avez joint le professeur à Paris, le professeur Philippe Lebaron. Il est l'un des auteurs de l'étude et il nous explique comment il a procédé. Pour tester l'hypothèse que l'octocrylène, effectivement, se dégrade et se transforme en benzophénone au cours du temps, on a sous-traité chez un prestataire ce vieillissement en 6 semaines qui simule à peu près un vieillissement d'1 année chez le consommateur. Et donc, on s'aperçoit effectivement qu'au bout de 1 an de vieillissement, il y a une transformation importante de l'octocrylène en benzophénone. Et ce qu'on voit, c'est que pendant le vieillissement, il y a des facteurs d'amplification qui peuvent aller jusqu'à 100, voire 200 fois plus que ce qu'il y avait au départ en termes de benzophénone. Donc, voilà, donc selon les produits, en fait, la dégradation est plus ou moins importante. Et de manière générale,
on voit une transformation de l'octocrylène en benzophénone de manière systématique. Donc à partir de là, quelle est votre recommandation? Le problème du cancer de la peau, du cancer lié à l'exposition au soleil est un vrai problème de santé publique, donc il faut se protéger, il faut des crèmes solaires. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir jusqu'à quel point ces crèmes présentent un danger ou pas un danger, que ce soit pour l'environnement ou pour l'homme. Donc notre recommandation aujourd'hui est qu'il faut éviter les crèmes, les produits de manière générale qui contiennent de l'octocrylène et forcément de la benzophénone. Alors, si je comprends bien, Viviane, il faut éviter les produits qui contiennent de l'octocrylène et du benzophénone parce que ces substances ne sont pas interdites. Oui, exactement. Leur utilisation, par contre, est surveillée et leur concentration limitée. Quoi qu'il en soit, des crèmes solaires sans octocrylène, ça existe. Je vous en ai amené ici un tube et c'est aussi efficace. Alors, dans votre panier, il y a aussi un article qui devient de plus en plus précieux, parce que de plus en plus rare, et c'est étonnant, une cartouche d'imprimante. Oui, vous pourriez avoir de la peine à en trouver dans le commerce. Il y a des problèmes de disponibilité en Suisse, mais aussi dans d'autres pays, au niveau des cartouches pour imprimantes à jet d'encre, je précise. Pas forcément étonnant, vu le télétravail qui est obligatoire. Oui, écoutez bien, Digitech Galaxus annonce une augmentation des ventes de 85% entre 2019 et 2020 pour ces cartouches, et cette tendance se poursuit. L'autre raison, c'est que certaines usines sont fermées ou alors ne fonctionnent pas à plein régime. Et ce qui entraîne une pénurie d'autres produits. Oui, toujours dans le domaine de la bureautique, des souris ou des ordinateurs portables, mais également au niveau de certains articles de sport d'hiver, de fitness et aussi les nouvelles consoles de jeux vidéo. Comme les fameuses dernières PlayStation par exemple et la Xbox dont nous vous parlions avant Noël. Alors, avant de se quitter François, je vous propose un petit saut dans le futur. Figurez-vous que le futur est à nos portes. En France, les grandes enseignes testent de nouveaux moyens pour attirer l'attention des clients dans les rayons. Regardez cette vidéo partagée sur les réseaux sociaux par le compte « Je bosse dans la grande distribution ». Donc vous voyez une boîte de céréales qui bouge toute seule. Qui bouge presque toute seule parce que derrière cette agitation, il y a un robot qui se déclenche au passage des clients. Donc je n'ai pas rêvé. Non, et selon le blog, ce robot sévit déjà dans une vingtaine de pays. On peut se demander à quand la Suisse parce qu'effectivement, on n'arrête pas le progrès, François. Mais est-ce vraiment ça le progrès, Viviane? Vaste question et débat. Merci et à dans 15 jours. Bonne soirée.